Passons maintenant aux tensions grandissantes dans les rues de Hong Kong. Les affrontements entre la police et les manifestants durent depuis 11 semaines, tandis que les forces chinoises se rassemblent à la frontière. Les tensions montent à Hong Kong. Les manifestants ont encerclé un poste de police plus tôt. Et maintenant, vous pouvez voir que la police anti-émeute est sortie en force. Des cônes de circulation, valises et pointeurs laser. Ce ne sont que quelques exemples d'objets transformés en équipement tactique par les manifestants hongkongais. Nous ne rentrerons pas à la maison. Nous ne le ferons pas jusqu'à ce que nous ayons enfin la victoire. C'était Hong Kong il y a 4 ans. Des millions de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le Parti communiste chinois et lutter pour la liberté de Hong Kong. Le nombre de manifestants augmentait quotidiennement. Le mouvement a atteint tous les coins du monde. Et il semblait que, pour la première fois depuis presque toujours, la volonté du peuple pourrait réellement l'emporter. Mais après un certain temps, la plupart du monde a juste un peu oublié. Mais le Parti communiste chinois et Xi Jinping n'ont pas oublié. En juin 2022, Hong Kong a célébré le 25e anniversaire de la rétrocession par un grand défilé. Mais ce n'était pas qu'une fête, c'était un message clair. S'adressant à une foule triée sur le volet, Xi Jinping a déclaré « Et après le vent et la pluie, Hong Kong a rené de ses cendres ». Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que Hong Kong n'était plus la ville libre qu'elle était autrefois. Le contrôle de Pékin est maintenant plus fort que jamais. Mais ce moment ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'était le résultat de plusieurs années de manœuvres soigneuses de Pékin pour lentement retirer les libertés de Hong Kong, une pièce à la fois. Les changements avaient débuté auparavant. En 2021, Pékin a totalement réformé le système électoral de Hong Kong. Seuls les fidèles au Parti communiste chinois étaient désormais éligibles aux élections. De nombreux politiciens se sont retrouvés impuissants à riposter. En 2020, une nouvelle loi sur la sécurité nationale a renforcé le pouvoir du gouvernement pour réprimer toute opposition. Des activistes ont été jetés en prison. Des médias indépendants, comme Apple Daily et Star News, ont été fermés. Pékin a progressivement rendu difficile l'expression pour tous, en obligeant la fermeture des syndicats et des groupes communautaires. Des milliers d'étudiants, professionnels et activistes ont choisi de quitter Hong Kong. Ceux qui sont restés ont trouvé presque impossible de résister. Mais nous ne cesserons pas de nous battre pour la liberté et l'indépendance des Hongkongais. Il s'agissait de prendre totalement le contrôle de Hong Kong. Le nouveau bureau de la sécurité nationale a montré que les dirigeants de Hong Kong répondent maintenant directement à Pékin. Les fonctionnaires ont dû jurer allégeance. Même les dernières élections locales du conseil de district ont été annulées. Pékin a totalement rompu la promesse d'un pays, 2 systèmes. Il ne restait qu'un slogan vide. Les libertés qui rendaient Hong Kong unique avaient presque toutes disparu. Pékin a été clair. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Zhaokun, a déclaré que Hong Kong appartient à la Chine et n'admet aucune ingérence extérieure. La Chine a sanctionné des législateurs et des groupes de défense des droits américains, en réponse aux efforts des États-Unis pour tenir les responsables de Hong Kong responsables de la répression des libertés. Pendant ce temps, les médias d'État chinois travaillent dur pour changer l'histoire. Ils ont décrit les États-Unis comme une superpuissance en déclin cherchant à maintenir son influence, plutôt que comme un défenseur de la démocratie. Tout cela s'est passé alors que les États-Unis et la Chine menaient une guerre commerciale acharnée. Les 145%. Et la Chine a répliqué avec des tarifs de 125%. Cela a rendu les marchés mondiaux nerveux. Mais pour Hong Kong, le problème principal était politique. Avec sa démocratie détruite et sa réputation de centre financier mondial qui s'évapore, Hong Kong perdait l'identité qu'elle avait construite sur de nombreuses décennies. Autrefois fier symbole de liberté et de réussite, Hong Kong était devenu un exemple flagrant de l'appétit grandissant du Parti communiste chinois pour l'expansion. Alors aujourd'hui, passons en revue comment le Parti communiste chinois a pris le contrôle de Hong Kong pendant que le monde entier était distrait. Pour vraiment comprendre pourquoi Hong Kong a eu son propre gouvernement, séparé de la Chine pendant si longtemps, il faut remonter aux années 1800, une époque où les pays puissants d'Europe prenaient des parties de l'Asie pour eux-mêmes. Tout a débuté quand la Grande-Bretagne a contraint la Chine à céder des zones côtières suite aux guerres de l'opium. Soyons clairs, la Chine n'a pas accepté de bon gré. La Grande-Bretagne a contraint la Chine à signer des accords injustes grâce à sa puissante armée. Le conflit était principalement dû au commerce britannique de l'opium. La Grande-Bretagne gagnait beaucoup d'argent en vendant de l'opium, une drogue hautement addictive à la Chine. Mais l'empereur chinois a vu que des millions de ses concitoyens devenaient dépendants.
et cela nuisait gravement au pays. Certains disent qu'environ 90 millions des 300 millions de personnes en Chine étaient accros à l'opium. Cette crise n'affectait pas seulement la santé, mais aussi l'économie. L'empereur tenta de stopper le commerce d'opium, mais la Grande-Bretagne refusa de sacrifier ses profits. Cela a mené à 2 guerres de l'opium, où la France a rejoint la Grande-Bretagne lors de la seconde. Parce que la Grande-Bretagne et la France avaient des armées plus fortes, elles ont forcé la Chine à accepter des conditions de paix humiliantes. Un résultat majeur, après les premières guerres de l'opium en 1842, la Grande-Bretagne a pris le contrôle de l'île de Hong Kong. Après la 99 ans, les Britanniques ont saisi davantage de terres, dont un bail de 99 ans sur le nouveau territoire à partir de 1898. Avant cela, Hong Kong n'était qu'un petit village de pêcheurs, à peine remarqué. Mais cela a changé sous la domination britannique. Beaucoup. La population est passée de quelques milliers à des millions. Hong Kong est devenu un important centre commercial international, grâce à son statut de port libre et ses liens étroits avec l'Empire britannique. Initialement, l'opium était un pilier de l'économie de Hong Kong. Mais avec le temps, le commerce s'est diversifié, incluant des produits comme le thé et la soie. L'importance mondiale de la ville a vite grandi. Cependant, durant la Seconde Guerre mondiale, la capture de Hong Kong par le Japon et la vie sous l'occupation japonaise furent extrêmement difficiles. Après la guerre, les Britanniques sont revenus, et Hong Kong s'est redressé plus vite que prévu. Pendant ce temps, la situation en Chine continentale différait grandement. La Chine peinait sous le régime communiste, tandis que l'économie de marché libre de Hong Kong était en plein essor. Dans les années 50, Hong Kong était un grand centre pour les textiles, et plus tard, l'électronique. Hong Kong est devenu connu comme l'un des 4 tigres asiatiques, avec la Corée du Sud, Singapour et Taïwan pour son économie à croissance rapide. La domination britannique a profondément marqué Hong Kong. L'anglais est resté une langue importante, et la culture occidentale a façonné de nombreuses choses, comme le système juridique et la culture populaire. Mais la vie sous le régime colonial n'était pas parfaite. Il y a eu des protestations et des émeutes en 1956, 1966, 1967 et 1981. Beaucoup de gens pensaient que le colonialisme était injuste et dépassé. La pression pour le changement continuait de croître. Quand le bail de 99 ans arrivait à son terme en 1997, il était évident que la Grande-Bretagne devait restituer Hong Kong à la Chine. Mais la remise n'était pas simple. Hong Kong avait développé un système politique et économique complètement différent de celui du continent. Les gens craignaient la vie sous le régime communiste. Pour apaiser ces craintes, la Grande-Bretagne et la Chine ont conclu un accord spécial nommé Un pays, 2 systèmes. Selon cet accord, Hong Kong ferait partie de la Chine, mais conserverait son économie capitaliste, ses libertés politiques et son mode de vie jusqu'en 2047. Ces promesses ont été gravées dans la loi fondamentale, la mini-constitution de Hong Kong. La ville a obtenu son propre législateur, tribunaux et pouvoir exécutif. Elle a gardé sa monnaie et son système financier. Plus importante encore, il y avait la promesse qu'avec le temps, Hong Kong obtiendrait des élections libres et équitables. Cependant, un problème persistait. La transition démocratique graduelle a permis à la Chine de freiner le processus et d'accroître son emprise. C'est précisément ce qui s'est produit. Des systèmes comme le comité électoral qui choisissait les candidats à la direction ont empêché l'avènement d'une vraie démocratie. Au fil des années, Pékin a lentement retiré de plus en plus de liberté et d'indépendance à Hong Kong. Avant d'examiner comment le Parti communiste chinois contrôle Hong Kong, nous devons comprendre pourquoi il a initialement accordé la liberté à la ville. Après tout, Pékin avait le droit de prendre le contrôle du territoire en une seule fois, en 1997. Mais l'indépendance de Hong Kong a en réalité des avantages pour le continent. La ville est la porte d'entrée internationale de la Chine pour les investissements étrangers et la finance. Car si nous regardons les statistiques, en 2023, plus de 70% de l'investissement direct étranger utilisé par la Chine provenait de Hong Kong, atteignant 137 milliards en une seule année. Cela a pris de l'ampleur au cours des 2 dernières décennies. Ces milliards ne proviennent pas de Hong Kong, dont le produit intérieur brut de 360 milliards ne peut pas envoyer 137 milliards par an d'investissement en Chine. La majeure partie de l'argent provient en réalité d'institutions financières basées dans d'autres pays, qui utilisent Hong Kong comme conduit pour la Chine. Cela concerne le système financier unique de Hong Kong. Bien que Singapour l'ait dépassé en 2022, Hong Kong était autrefois le centre financier de l'Asie et le 3e plus grand centre financier du monde. Sa popularité s'explique par ses réglementations financières et sa monnaie propre, la rendant plus attrayante pour les investisseurs étrangers. Les institutions comme les investisseurs de détail préfèrent ne pas placer leur argent directement en Chine en raison des risques qui y sont associés. Ce n'est pas une véritable économie de marché libre. Le Parti communiste chinois pourrait donc toujours intervenir.
De plus, le gouvernement chinois n'accueille pas vraiment les investisseurs étrangers sur le continent. Pour investir directement, vous avez besoin de licences, comme celle de l'investisseur institutionnel étranger qualifié. Même avec une licence obtenue après un long processus bureaucratique, vous restez soumis aux directives strictes du Parti communiste chinois. Comme c'est une telle contrainte, une grande partie de l'investissement passe par les marchés Stock Connect et Bond Connect de Hong Kong. Ce sont des dispositifs financiers pour les investisseurs de Hong Kong qui facilitent l'accès aux bourses de Shenzhen et Shanghai et au marché de la dette en Chine. Mais ce qui rend Hong Kong encore plus attrayante en tant que passerelle financière est la situation monétaire. Acheter des actifs en yuan chinois avec des dollars américains est plus simple via Hong Kong. Le dollar de Hong Kong est arrimé au dollar américain, ce qui rend les transactions très stables. Pendant ce temps, le yuan chinois et le dollar américain ne sont pas entièrement convertibles en raison des restrictions de capitaux. Cependant, il est possible de transférer vos dollars des États-Unis en dollars de Hong Kong puis de les convertir en yuan chinois à Hong Kong. Cette configuration est intentionnelle. Pour le gouvernement chinois, c'est un moyen d'obtenir des devises étrangères sans exposition directe aux marchés internationaux. Cela le protège de beaucoup d'instabilité financière et de crises potentielles. Et ce rôle n'est qu'amplifié par la place de Hong Kong au cœur de la Grande Baie. La Grande Baie de l'agglomération aide simplement la Chine dans sa fonction de banque internationale. La région compte environ 86 millions d'habitants, avec un produit intérieur brut combiné d'environ 1,9 billion de dollars américains. Cela inclut les 3e et 5e plus grandes villes de Chine, en termes de produit intérieur brut, à savoir Guangzhou et Shenzhen. De nombreuses entreprises en plein essor à proximité ont besoin d'investissements et de prêts pour continuer à grandir. Cette incitation financière était l'une des principales raisons pour lesquelles le Parti communiste chinois n'a pas complètement pris le contrôle de la ville en 1997. Hong Kong, en tant que conduit stratégique, a été un moteur clé de l'essor économique de la Chine ces dernières décennies. Cependant, les libertés politiques de Hong Kong ne servaient pas les intérêts de la Chine. Peut-être que c'était trop dangereux pour le Parti communiste chinois d'avoir un phare de la liberté d'expression et de la démocratie juste à côté, car les citoyens du continent pourraient avoir des idées dangereuses. La tension entre les espoirs de démocratie de Hong Kong et le désir de contrôle de Pékin a vraiment commencé à se manifester en 1991. En 1991, Hong Kong a tenu ses premières élections législatives comme une répétition avant son retour à la Chine, en 1997. Deux principaux camps se sont rapidement formés. Le camp pro-démocratie, dirigé par les démocrates unis de Martin Lee, et le camp pro-Pékin, qui voulait que Hong Kong ait des liens plus étroits avec la Chine continentale. Après le décompte des votes, les démocrates unis ont remporté une victoire écrasante. Pendant un bref instant enthousiasmant, Hong Kong semblait avoir un véritable avenir démocratique. Mais cet espoir fut de courte durée. Au fil du temps, des problèmes sont apparus. Le système politique évoluait progressivement en faveur des partisans de Pékin. Ils ont redessiné les districts électoraux pour donner un avantage aux candidats pro-Pékin. Ils ont également créé des groupes de vote spéciaux, appelés circonscriptions fonctionnelles, et ont discrètement placé des loyalistes dans des postes gouvernementaux importants. Progressivement, le rêve d'une authentique démocratie pour le citoyen ordinaire s'érodait. Pour comprendre le démantèlement de la démocratie à Hong Kong, il faut examiner le système mis en place après 1997. Au cœur de tout cela se trouvait le chef exécutif, le principal dirigeant de la ville. On pourrait comparer le chef exécutif à un président, mais avec une différence majeure. Le chef exécutif n'est pas choisi par le peuple. Au lieu de cela, ils sont choisis par un groupe appelé le comité électoral, dont la plupart des membres ne sont pas élus par les électeurs ordinaires. Ils proviennent de groupes d'affaires, d'associations professionnelles et d'organisations politiques, dont la plupart sont très proches de Pékin. Le conseil législatif, l'EGCO, a eu des problèmes similaires. Le conseil devait légiférer, approuver les budgets et contrôler le gouvernement. Mais le mode de sélection de ses membres compliquait ses tâches. Sur 60 sièges, 20 étaient choisis par le peuple, 30 par les circonscriptions fonctionnelles et les groupes d'intérêts spéciaux, et 10 par le comité électoral. Cette configuration donnait beaucoup de pouvoir aux élites, pas aux citoyens ordinaires. Et ce n'était pas par accident. Le système a été conçu intentionnellement pour permettre à Pékin de contrôler la politique de Hong Kong en coulisses. De nombreux groupes d'affaires et professionnels avaient de bonnes raisons de rester amicaux avec Pékin. La Chine est le plus grand partenaire commercial de Hong Kong, et le commerce et les services transitant par la ville représentent environ 4 fois son économie totale. Si vous dirigiez une grande entreprise, garder Pékin satisfait était essentiellement nécessaire pour survivre. Il est bien plus simple de contrôler quelques centaines d'initiés plutôt que des millions d'électeurs lambda. Le bureau de liaison de Hong Kong, dissimulé dans un bâtiment vitré et froid, sert de base principale à la Chine à Hong Kong. Son travail consiste à établir des relations avec les politiciens pro-Pékin
à planifier les élections et à s'assurer discrètement que les bonnes personnes accèdent au pouvoir. Il finance des campagnes politiques, dirige de grands journaux et possède la plus grande maison d'édition de Hong Kong. Derrière des portes closes, il y a beaucoup d'histoires sur des accords secrets, des faveurs spéciales et parfois même des pots de vin, pour garder les personnes puissantes loyales à Pékin. Les problèmes avec ce système sont devenus très clairs lors des élections législatives de 1998, les premières après le retour de Hong Kong à la Chine. Même si le côté pro-démocratie a remporté environ 2/3 des voix du public, ils n'ont obtenu qu'environ 1/3 des sièges au Lego. Pour de nombreux Hongkongais, cela semblait être une véritable trahison, prouvant que le système était clairement contre eux. Et au fil des années, la colère des gens n'a cessé de croître. Ils se souvenaient des promesses faites dans la loi fondamentale qu'un jour Hong Kong aurait une véritable démocratie. Mais il est devenu clair que Pékin n'avait pas l'intention de le permettre. L'écart grandissant entre les promesses et la réalité a fait monter les tensions. Et finalement, toute cette frustration a explosé, conduisant aux énormes manifestations et aux luttes acharnées pour l'avenir de Hong Kong que le monde verrait dans les années à venir. Des manifestations annuelles avaient déjà lieu chaque 1er juillet, date anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais en 2003, les choses ont pris une toute autre dimension. Cette année-là, un demi-million de personnes ont défilé. Ils étaient furieux de la nouvelle loi de sécurité qui rendrait illégaux des actes comme la trahison et les tentatives de séparation de la Chine. Face aux manifestations massives, le gouvernement a suspendu temporairement la loi. Les tensions ont ressurgi en 2005. Le gouvernement pro-Pékin a tenté de modifier le fonctionnement des élections. Mais les changements sont mineurs. Les mêmes groupes puissants contrôleraient toujours les choses, la démocratie réelle n'étant pas à l'ordre du jour. Le camp pro-démocratie voulait de vrais changements, pas seulement de petites corrections. En décembre, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans la rue. La pression publique a poussé le gouvernement à bloquer les réformes. Mais ce n'était qu'une victoire temporaire. Les problèmes profonds persistaient, et les Hongkongais attendaient en toujours les réformes démocratiques promises. Mais Pékin, il n'était pas pressé d'améliorer les choses. En 2007, la Chine a décidé que Hong Kong ne pourrait pas élire directement son chef exécutif avant 2017, et son conseil législatif avant au moins 2020 donc. Les groupes pro-démocratie, pro-Pékin et le bureau de liaison ont poursuivi de longues discussions frustrantes durant cette période. Des législateurs pro-démocratie frustrés ont démissionné dans l'espoir de déclencher une élection partielle et forcer un vote sur la démocratie. Cependant, le plan a échoué en raison d'une faible participation électorale et d'un manque de soutien, même parmi certains membres pro-démocratie. Il y avait un peu d'espoir en 2010 lorsqu'un nouveau plan de réforme électorale a été adopté. Il a agrandi le comité électoral et a donné aux électeurs un peu plus d'influence sur le conseil législatif grâce aux élections basées sur les districts. Mais beaucoup de Hongkongais ont eu l'impression que ces changements étaient juste pour calmer le public, pas un véritable pas vers la démocratie. Les fonctionnaires non élus détenaient toujours beaucoup de pouvoir, et les élections étaient toujours organisées en faveur du côté pro-Pékin. En août 2014, Pékin a anéanti l'espoir d'un changement en 2017 en annonçant son plan pour l'élection du chef exécutif prévu cette année-là, décevant ainsi de nombreuses personnes. Les Hongkongais pourraient voter directement, mais uniquement pour des candidats approuvés par un comité spécial. Ce comité était essentiellement le même que l'ancien comité électoral, rempli d'élites d'affaires et de personnes proches du gouvernement chinois. En somme, le système restait biaisé pour garder Pékin aux commandes, provoquant une réaction immédiate. La colère de la population a mené au mouvement du parapluie de 2014. Depuis septembre, des étudiants et jeunes activistes occupent les axes routiers principaux, réclamant de réelles réformes démocratiques. Mais le gouvernement pro-Pékin a montré son côté plus agressif. La police a utilisé du gaz lacrymogène contre les manifestants pacifiques, et certaines bandes criminelles ont même attaqué les manifestants. Le mouvement des parapluies y a marqué un grand changement. Il a provoqué une profonde division politique qui a duré des années. Une nouvelle génération de jeunes Hongkongais a perdu foi en son gouvernement, tandis que le camp de Pékin accusait les pays étrangers d'ingérence et affirmait que les manifestations étaient une rupture de l'ordre. Durant les années qui ont suivi, la stabilité est revenue, mais les divisions ont persisté. Comme prévu, les choses ont mal tourné à nouveau, en 2019. Le gouvernement de Hong Kong a proposé un projet de loi d'extradition controversé, permettant le transfert de fugitifs vers la Chine, Macao et Taïwan. Ce que cela signifiait vraiment, c'est que les ennemis du Parti communiste chinois pouvaient s'attendre à passer le reste de leur vie dans une prison chinoise. En gros, un accord d'extradition signifierait que les personnes à Hong Kong sont soumises aux lois du Parti communiste chinois. La répression a anéanti les espoirs de liberté d'expression, poussant de nombreux étudiants et sympathisants à redescendre dans la rue. Les manifestations pro-démocratie ont débuté en mars 2019 et se sont poursuivies pendant plus d'1 an. À plusieurs reprises, des centaines de milliers de personnes manifestèrent en même temps.
La plus grande manifestation a eu lieu le 16 juin 2019, où les organisateurs estimaient que 2 millions de personnes sont descendues dans la rue. Cela représenterait environ 30% de la population totale de la ville. L'une des manifestations les plus violentes a été l'assaut du complexe du Conseil législatif en juillet 2019. Les manifestants ont forcé l'entrée dans le bâtiment du gouvernement pour protester contre le projet de loi d'extradition. Les dommages causés pendant l'assaut ont entraîné une fermeture de 3 mois du complexe. Ils ont atteint leur but. Le chef exécutif a annoncé que le projet de loi était mort et retardé indéfiniment, selon ses propres termes. Même si la menace immédiate du projet de loi d'extradition était terminée, les manifestations ont continué. Sur leur lancée, les manifestants ont élargi leurs revendications. Il y en avait 5. La première concernait le retrait définitif du projet de loi d'extradition, empêchant la reprise du processus législatif. Les manifestants voulaient également que le chef exécutif actuel démissionne et qu'un nouveau gouvernement soit directement élu. Les 3e et 4e demandes portaient sur la responsabilité de la police lors des manifestations et la libération des manifestants arrêtés pour leurs convictions politiques. De plus, ils ont exigé que le gouvernement ne traite pas les manifestations pacifiques comme des émeutes. S'inspirant des manifestations de la voie baltique de 1904-29, où les États baltes ont formé une chaîne humaine de 2 millions de personnes, les Hongkongais, ont organisé la manifestation de la voie de Hong Kong. En août 2019, environ 210 000 personnes ont formé une chaîne de plus de 30 miles, soit 50 km. Grâce au fort soutien des étudiants, d'immenses manifestations ont eu lieu sur les campus universitaires. Cela a provoqué des affrontements entre étudiants manifestants et police anti-émeute à l'université chinoise de Hong Kong, l'université de sciences et technologies de Hong Kong et l'université polytechnique de Hong Kong. La dernière a été occupée par le camp pro-démocratie, menant à un siège policier et une tempête. Les manifestants ont lancé des briques et des bombes d'essence, et la police a utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc. Il y a également eu des cas de brutalité policière, exactement ce contre quoi les gens protestaient. Un exemple de cela est l'incident de la station de métro Prince Edward, où la police a attaqué les passagers sans discernement et arrêté les manifestants. Cependant, certains s'opposaient aux manifestants et soutenaient le gouvernement. Ils ont organisé des manifestations pro-Pékin, comme Safeguard Hong Kong. Certains arboraient des rubans bleus en soutien à la police. Les deux groupes de manifestants se sont souvent affrontés. Les gens ont déchiré des affiches et des graffitis pro-démocratie. Un extrémiste a poignardé des manifestants. D'autres ont foncé sur des foules, avec leurs voitures. Des villageois et des présumés membres de gangs ont également tendu des embuscades à des groupes avec des bâtons et des tiges métalliques. L'incident le plus connu a été l'attaque de Yuan Long en 2019, où un groupe d'hommes, en t-shirt blanc, a attaqué des manifestants dans une station de métro, causant des dizaines de blessures. Il se pourrait que ces groupes d'autodéfense estimaient la police trop clémente, mais ils ont probablement été embauchés par le camp pro-Pékin. Quoi qu'il en soit, il était clair de quel côté se trouvait la police. Malgré 24 000 appels d'urgence, la police n'est pas arrivée à temps et n'a procédé à aucune arrestation. Cependant, le camp pro-démocratie n'était pas non plus innocent. Un législateur pro-Pékin nommé Junius Ho a été poignardé et les tombes de sa famille ont été profanées. L'attaque aurait été une représaille contre Yuan Long, où le législateur serait impliqué, touchant aussi des civils apolitiques à Hong Kong. Un résident de 70 ans est mort à cause d'une blessure mortelle à la tête lorsque des manifestants pro-démocratie lançaient un coup des briques. Au milieu de tout ce chaos, Hong Kong a organisé des élections locales en novembre 2019. Pour beaucoup, c'était un référendum sur le projet de loi d'extradition. La participation des électeurs a battu des records, avec 71% des électeurs inscrits ayant voté. Et les partis pro-démocratie ont gagné avec un raz-de-marée historique. Ils ont obtenu près de 90% des sièges au conseil de district directement élus, avec 388 sièges sur 452. La pandémie de coronavirus disease suivante a détourné l'attention pendant quelques mois, mais en mai 2020, peut-être le développement le plus important de tous s'est produit. Après les élections, les autorités chinoises ont entamé la rédaction d'une nouvelle loi à intégrer dans la loi fondamentale de Hong Kong. Oui, le Parti communiste chinois peut réellement faire cela. Il y a une sorte de faille intentionnelle, où la Chine peut ajouter une nouvelle loi à la constitution de Hong Kong par voie de promulgation. Ça semble compliqué, mais c'est en fait relativement simple. Quand le chef de l'exécutif publie la nouvelle loi dans le journal officiel, elle entre aussitôt en vigueur. Le chef de l'exécutif est toujours pro-Pékin, sans processus de vote. C'est donc exactement ce qui s'est passé le 21 mai 2020. Une nouvelle loi sur la sécurité nationale a soudainement rendu illégaux la sécession, l'ingérence étrangère, le terrorisme et la subversion contre le gouvernement central. En d'autres termes, cela a donné au Parti communiste chinois et au gouvernement pro-Pékin plus qu'assez de marge pour arrêter et criminaliser toute opposition.
En réalité, le Parti communiste chinois avait déjà tenté d'adopter cette loi en 2003, en pleine épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère. C'est drôle comment ils essaient toujours de pousser ces choses pendant une épidémie de nouveau coronavirus. Les manifestations de masse pourraient être interdites sous prétexte qu'elles représentent un danger pour la santé publique. Avec ces nouveaux pouvoirs, le gouvernement pro-Pékin et le Parti communiste chinois ont poursuivi la répression de l'opposition. 12 candidats pro-démocratie ont été interdits aux prochaines élections législatives. Selon un porte-parole du gouvernement, ils voulaient se séparer de la Chine et obtenir l'aide de gouvernements étrangers. Avec la nouvelle loi sur la sécurité nationale, ces choses sont devenues illégales. Les autorités chinoises sont allées encore plus loin en novembre 2020. Une nouvelle résolution permet aux dirigeants de Hong Kong de révoquer les législateurs du Conseil législatif. 4 législateurs pro-démocratie en exercice ont été immédiatement disqualifiés et leurs 15 collègues ont démissionné en signe de protestation. Pendant ce temps, les autorités de Hong Kong ont utilisé la loi sur la sécurité nationale pour réprimer les activistes et manifestants depuis son imposition. 299 personnes ont été arrêtées. Cela inclut beaucoup de personnes de haut profil, qui étaient évidemment la première cible du Parti communiste chinois. Joshua Wong et Agnes Chao, tous deux activistes devenus politiciens, ont dû passer du temps en prison pour avoir violé la sécurité nationale. L'arrestation de Jimmy Lai a également fait la une des journaux internationaux. Il était un homme d'affaires, un politicien et l'une des figures pro-démocratie les plus influentes de la ville. Jimmy Lai s'est enrichi grâce à une entreprise de vente de vêtements, et s'est ensuite lancé dans les médias. Son entreprise Next Digital est devenue le plus grand média de Hong Kong, principalement grâce au populaire journal Apple Daily. Ce média était très critique envers le gouvernement chinois, tout comme Jimmy Lai. Le milliardaire est l'un des principaux donateurs du Parti démocratique de Hong Kong. Lai était évidemment une grande cible pour le Parti communiste chinois, et il a été arrêté en 2020 et emprisonné en 2021. Au moment de l'écriture de cette vidéo, il est enfermé depuis 3 ans et risque une peine de prison à vie. Quand les leaders de la résistance sont éliminés et emprisonnés, les manifestants perdent confiance. C'est l'autoritarisme une centaine 1. De cette façon, le Parti communiste chinois a réussi à écraser tous les espoirs de retour à la démocratie. Mais la résistance publique réduite, le plan de Pékin a continué. Avant les élections législatives de 2021, les autorités chinoises ont fait quelques réformes radicales. Seuls les patriotes loyaux envers la Chine pouvaient en se présenter, et le nombre de sièges élus directement a été drastiquement réduit. Seulement 20 des 90 sièges pouvaient désormais être choisis par le peuple, et les conseils de district élus, directement, avaient nettement moins de pouvoir dans le nouveau système. Il était maintenant clair pour tout le monde, Hong Kong n'était plus une démocratie, mais un état vassal du Parti communiste chinois. Pendant près de 3 ans, la répression de l'opposition à Hong Kong s'est poursuivie sans relâche. En juin 2022, Xi Jinping s'est rendu à Hong Kong pour célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession. Mais ce n'était pas une visite comme les autres. La visite de Xi à Hong Kong, sa première hors de Chine continentale depuis le coronavirus disease, semblait être une célébration pour Pékin. Pendant son discours, Xi a dit « Après le vent et la pluie, Hong Kong s'est relevé de ses cendres. » Il voulait dire que Pékin avait écrasé toute résistance à sa règle. Quelques jours après, Xi a assisté à la cérémonie du nouveau chef exécutif de Hong Kong. Cela fait suite à une élection où seulement environ 30% des électeurs éligibles ont voté, et tous les candidats étaient pro-Pékin. Lors de la cérémonie, Xi a clairement indiqué que désormais, seuls les patriotes seraient autorisés à gouverner Hong Kong. Mais Pékin n'avait pas encore fini. En 2024, le gouvernement pro-Pékin a continué à aggraver les choses. De nombreux activistes des manifestations de 2019 étaient toujours arrêtés et inculpés. Même les exilés n'étaient pas en sécurité. Hong Kong a mis des primes d'$1 million de Hong Kong sur certains activistes en exil. En mars, les législateurs ont adopté une version plus stricte de la loi sur la sécurité nationale. Selon cette nouvelle loi, les personnes reconnues coupables de crimes graves comme la trahison, la rébellion ou la collaboration avec des pays étrangers risquent la prison à vie. Des délits comme la collaboration avec des étrangers pourraient entraîner 2 à 3 ans de prison, et l'espionnage jusqu'à 20 ans. Le pire est que l'incitation à la haine du Parti communiste chinois est désormais punissable de jusqu'à 10 ans de prison. C'est très dangereux car c'est vague. Quiconque critique le gouvernement pourrait être visé. L'idée d'un pays, 2 systèmes, a perdu son sens. La liberté de Hong Kong n'est qu'une illusion. Le vrai pouvoir est aux mains de Pékin, et l'avenir de Hong Kong semble incertain pour ses habitants. La petite liberté qu'ils avaient autrefois a disparu, et ils ont maintenant encore moins de contrôle sur leur vie qu'avant 1997. Les perspectives d'avenir ne sont pas très encourageantes non plus. La souveraineté de Hong Kong prendra fin en 2047, 50 ans, après sa rétrocession à la Chine. Aussi imparfaite et dysfonctionnelle qu'elle était, l'idée des 2 systèmes était sans doute préférable à une règle directe du Parti communiste chinois, et il ne semble pas que le Parti communiste chinois accordera à Hong Kong quelques années supplémentaires d'autogouvernance.
Avec la compétition croissante avec les États-Unis, Pékin est moins tolérant envers la démocratie et la liberté d'expression. Le risque qu'un Hong Kong indépendant s'aligne avec les États-Unis est tout simplement trop grand. Donc, sachant que Hong Kong n'a plus que 23 ans, il n'y a que 2 choses que les habitants de la ville peuvent faire. Les Hongkongais ont le choix entre fuir grâce à un visa britannique ou rester et subir le régime autoritaire du Parti communiste chinois. Merci de votre attention. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer une chaîne YouTube, mais si vous y avez déjà songé, que ce soit avec ou sans visage comme celle-ci, c'est le moment idéal pour vous lancer. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour, et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes plus petites. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur comment commencer et comment développer une chaîne. Nous recevons régulièrement des questions par email de votre part. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement, pour le prix très bas de totalement gratuit.